Le cri d'alarme d'un médecin anesthésiste et réanimateur. Il a créé un collectif, Santé en danger, qui rassemble déjà 140 000 adhérents en France. Mais le danger, pour qui? Pourquoi? Les Français sont en danger. Voilà, le système de soins de santé en France est en danger. Donc les soignants sont en danger. Ils ne peuvent plus garantir la sécurité des soins. Parce que nous, les soignants, on a une mission de soins que l'on connaît bien, parce qu'on est des professionnels. Mais pour pouvoir bien faire notre travail, on a besoin de moyens. Mais c'est vrai que le Covid a été un accélérateur de particules. Le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Les soignants ont montré à la population qu'ils étaient des héros, même sans masque, même sans diagnostic, même sans connaissance d'une nouvelle maladie. Mais ils ont fait ça sur un terreau déjà très malade. Manque de moyens, manque de personnel et désormais manque de réactifs pour les tests Covid. Le collectif dénonce un déni du gouvernement face à cette pénurie mondiale. Alors des tests à grande échelle sont-ils encore possibles? Il faut réserver les tests aux gens symptomatiques, aux gens contacts des gens symptomatiques. C'est tout. Et il faut arrêter les campagnes de dépistage massifs qui n'ont aucun sens. On n'a pas les moyens de ça. Si on les avait, moi je dirais super. Mais on refait la même connerie, excusez-moi, la même connerie qu'avec les masques. On fait croire que, et en fait c'est faux. Selon ce médecin, rien d'assez fort n'est sorti du Ségur de la santé, d'où son inquiétude face au rebond de l'épidémie. Mais comment s'y préparer? On sait qu'on va peut-être à nouveau devoir déprogrammer les interventions. On s'y prépare, mais en fait, on s'y prépare avec les mêmes moyens qu'au mois de mars. Ça va être de la débrouillardise, en fait. Vous savez, les soignants, ils vont à Castorama pour acheter des surblouses et des gants. Comprenez? Est-ce que c'est normal? Si on n'investit pas massivement dans la santé, on ne pourra plus jamais avoir la même vie qu'avant. Comprenez? On va encore être confiné peut-être dans certaines régions. Pourquoi? Parce que le système de soins n'est pas assez fort. Le drame, c'est que ça fait 2 mois qu'on ne nous entend pas. On ne nous entend pas. Pour en parler, nous sommes avec Alexis Poulain, éditorialiste. Bonsoir Alexis Poulain, merci d'être avec nous. À ses côtés, Éric Verregue, contributeur pour Atlantico.fr. Bonsoir Éric Verregue, merci d'être avec nous également. Alors un mot pour commencer sur les mesures annoncées par les préfets. On les a entendues, les manifestations de grande ampleur annulées ces prochaines semaines, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Pas de rassemblement statique sur les plages. On ne danse plus pendant les mariages, ça va être gai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être efficace? Le gouvernement a bien fait de déléguer, de rejeter, entre guillemets, la responsabilité au préfet, Éric Verregue? Non, mais moi, je pense en effet que le gouvernement a pris des mesures pour éviter de s'exposer à cette critique qu'on entendait monter dans la société civile, selon laquelle il utilisait le prétexte du Covid pour imposer des mesures liberticides. Et je pense qu'avec un certain bon sens, Jean Castex et Emmanuel Macron ont compris qu'il y avait une limite à tout et que notamment interdire dans un certain nombre de rues isolées, Michel Rubirola le disait à Marseille, interdire dans un certain nombre de lieux isolés la circulation libre est quelque chose qui pose problème puisque les gens ne comprennent pas pourquoi, alors qu'il n'y a aucun risque avéré de contamination dans tel ou tel endroit, ils devraient porter le masque. Maintenant, il faut reconnaître quand même que cette ambiance anxiogène, le gouvernement l'utilise. Le gouvernement n'hésite pas trop à dire « ayez peur, faites attention ». Alors, je peux comprendre pourquoi il le dit, notamment par principe de précaution, mais on voit bien que nous sommes dans une ambiance où la peur est aujourd'hui utilisée pour gouverner et pour justifier un certain nombre de modifications substantielles, on va utiliser ce langage administratif, dans le mode de vie courant des Français, et notamment un certain nombre de modifications substantielles dans nos libertés publiques qui posent un problème en France et ailleurs. On a vu notamment en Allemagne un certain nombre de manifestations venant de gens qui ne sont pas d'accord avec cette façon de limiter nos libertés au nom d'un coronavirus qu'on a du mal à voir dans les rues. Éric Verregue est assez en phase avec cette tribune publiée dans Mediapart. Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur, nous disent 35 chercheurs, universitaires, médecins qui critiquent la communication du gouvernement, justement, qu'ils jugent trop anxiogène. Vous partagez, Alexis Poulain, ce diagnostic, cet avis d'Éric Verregue et de ces 35 chercheurs?
Oui, le problème, c'est que le gouvernement n'a pas préparé cette rentrée, ou très mal, et que du coup, il joue sur deux tableaux, la peur d'un côté, en disant attention, la co-responsabilité, en disant nous ne sommes pas responsables, vous êtes tous responsables, et attention, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, et on demande peu finalement, vous serez les responsables de l'hécatombe qui pourrait venir. Et puis l'autre, c'est la répression, c'est les amendes. C'est de dire on va continuer à mettre des amendes pour ceux qui ne portent pas correctement leur masque, même si parfois porter un masque, ça n'a aucun sens. Comme le disait la maire de Marseille, ça ne sert à rien de dire que je vais être contagieuse si je suis seule à 20h sur la plage. Mais malheureusement, les lois liberticides s'accumulent, s'amoncellent dans un délire de la surenchère. Parce que finalement, l'idée c'est de dire on doit avoir le plus petit dénominateur commun pour que tout le monde obéisse. Donc la peur va marcher et puis ensuite on va faire des lois pour dire aux gens arrêtez de faire des réunions familiales, arrêtez de danser, arrêtez de chanter joyeux anniversaire, ça projette du Covid partout. On rentre dans le foyer des gens. On est en train vraiment de responsabiliser, mais même de faire un vrai un choc psychologique auprès des Français en les rendant responsables, même coupables, de faire n'importe quoi face à ce virus, alors qu'on n'en sait rien. Oui, mais messieurs, je peux me, pardonnez-moi, mais si je peux me permettre, ça c'est justement pas le gouvernement. Le gouvernement s'est bien gardé d'aller punir. Il est plutôt parti dans la responsabilité des uns et des autres et il a laissé la patate chaude, si j'ose dire, aux régions et notamment aux préfets. Au préfet, oui. Vous n'avez pas raté l'épisode où Emmanuel Macron a nommé une quinzaine de nouveaux préfets. Les préfets sont là pour simplement être les apôtres et évidemment faire le sale boulot pour que ce ne soient pas les ministres qui sont responsables, qui soient responsables in fine. Donc c'est une manœuvre politique, personne n'est trop dupe. C'est aussi l'idée de dire c'est au territoire, cher agent Castex, de gérer eux-mêmes à leur petit niveau, à leur grand niveau, en fonction de ce qu'ils voient sur le terrain, pour que la réponse soit adaptée à chaque situation locale et pour que le vilain grand mot du grand reconfinement national ne soit prononcé par personne. Parce que personne ne veut le dire. L'économie est à plat parce qu'il y a eu 2 mois de confinement. Alors, sans doute, c'est ce qu'il fallait faire. Le virus circulait, c'était extrêmement dangereux et on n'avait pas de lit en réanimation. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte que tous les lits qui ont été créés en urgence n'ont pas été pérennisés, qu'on se retrouve finalement dans les mêmes problématiques qu'au mois de mars. Donc, rien n'a été appris. On a maintenant des masques. Hurrah, tant mieux, surtout pour les gens en première ligne, les soignants qui ont réclamé au mois de mars. Mais on n'est pas plus avancé au niveau des services de réanimation. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Les ARS continuent leur travail de supprimer des lits plutôt que d'avoir prévu en disant cette crise de la pandémie, elle est loin d'être finie. Or, on a fait à partir du mois de mai comme si c'était derrière nous. Alors, Alexis, avant de faire réagir Éric Verregue, je voudrais vous faire justement écouter Didier Raoult sur ce thème, justement. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on perd pied? Écoutez le professeur marseillais. Il faut faire attention. Dans les positifs actuels, il y a bien entendu des cas. Il y a plus de cas qu'il n'y en avait il y a 3 semaines, 1 mois. Mais il y a aussi plus de gens testés et il y a actuellement beaucoup de faux positifs. Alors Éric Verregue, c'est intéressant, il nous explique entre les lignes qu'en gros c'est la pagaille, la panique. Vous partagez? Oui, je pense qu'en réalité aujourd'hui il y a un vrai flou dans les statistiques. Alors je me souviens de Martin Hirsch, qui est le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui au mois d'août de mémoire, ou juillet d'ailleurs je ne sais plus, au mois d'août, nous expliquait qu'il y avait en gros toutes les semaines un triplement du nombre de cas en réanimation. Et en réalité, personne n'a jamais vu de statistiques corroborant cette affirmation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un discours officiel très alarmiste et on s'aperçoit quand on étudie les chiffres, quand on regarde les choses à tête reposée de façon objective, non irrationnelle, que on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, il n'y a pas de chiffres. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de partage de données qui soit clair et qui soit satisfaisant en termes de délibération démocratique. Donc aujourd'hui, moi je comprends que Didier Raoult dise mais on ne sait pas, on nous parle de beaucoup de choses, on est très alarmiste, on cite des chiffres, mais on n'a pas tiré ça au clair. Moi ce que je crois c'est qu'en effet aujourd'hui il y a une espèce de coïncidence entre cette peur du virus qui existe, et le virus a tué, le virus tue, et c'est une réalité, et l'utilisation qu'on en fait à des fins politiques, notamment pour convaincre les gens de se résigner, de suivre des comportements d'obéissance, de docilité, où plus personne ne voit exactement quel est l'objectif scientifique
l'objectif sanitaire de cette visée politique. Et je crois que Emmanuel Macron commet une grande erreur en utilisant la peur pour gouverner, parce qu'il a beaucoup critiqué ceux qui taxaient d'utiliser les émotions. L'extrême droite, notamment Marine Le Pen, disait mais tous ces gens-là utilisent les peurs, les émotions pour essayer d'arriver au pouvoir. Et on s'aperçoit qu'en réalité, Emmanuel Macron est le premier producteur d'émotions manipulatrices pour infantiliser son peuple. Il y a pire que nous, Éric Verreck, quand même. Il y a Israël aujourd'hui qui nous a annoncé, qui reconfinait à partir de vendredi. Alexis Poulain, on a la version encore light, si j'ose dire, en France. Non mais attention, Israël est un très petit pays. Donc c'est comme si vous disiez qu'on reconfinait une région ou un département. Donc là, il y a aussi la façon du territoire, la taille du territoire. Et puis c'est la fête, c'est une fête sur le Nouvel An. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous sociaux. Donc on reconfine. Si le virus est là à Noël, j'attends de voir quelle va être la réaction des autorités françaises. Mais il se peut qu'on ait droit à un reconfinement territorial qui va faire l'ensemble du territoire national. Mais on ne dira jamais confinement national. Et il faut voir quels sont aussi les périmètres de ce confinement. J'ai pas les détails malheureusement, mais évidemment on peut dire que c'est pire. Mais regardez nos voisins, l'Allemagne, ils font tout autant de tests que nous, il y a autant de cas avérés, mais finalement c'est beaucoup mieux géré. Enfin, ils sont plus disciplinés, Alexis Poulain, les Allemands. Sans vouloir, je vais pas me faire que des copains, mais bon. Les Français sont disciplinés, ils le mettent le masque, ils obéissent, ils font du télétravail, ils font attention avec les... Non, c'est faux de dire ça. Je crois que les Français sont extrêmement disciplinés. Ils ont juste marre pour des idiots. Ils ont été pris pour des idiots pour les masques. Mais regardez, après le PSG Marseille hier, les images, vous les avez vues comme nous. Et oui, mais bon, des clusters, il y en a partout, mais regardez surtout, on dit aux gens, attention, dans vos rendez-vous familiaux, vous devez être que 10. Et puis on envoie des gamins faire la rentrée universitaire dans les facs bondés, et c'est là où ce sont les vrais foyers de contamination. Donc on se fiche du monde. En fait, on est en train de rendre les gens malades, mais malades psychologiquement, en les empêchant d'avoir une vie personnelle, une vie intime, et finalement... en les obligeant d'aller se mettre dans des clusters organisés, que ce soit les écoles, que ce soit les universités, les bureaux, les transports en commun. Mais enfin, regardez le brouillon total qu'est cette gestion de la crise en France. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Peut-être un peu en Grande-Bretagne, où ça a été assez brouillon aussi. Mais honnêtement, on est nuls. Les autorités sont nulles. Elles font passer ça sous le couvert de « les Français sont nuls ». Non, les autorités n'ont pas préparé la rentrée ni universitaire ni scolaire. C'est clair, ça se voit maintenant aujourd'hui. Les profs l'ont dit longtemps avant. On a dit c'est des feignants, ils n'ont pas fait leur boulot. Encore une fois, c'était leur faute. Non, c'est à un moment, il fallait organiser la rentrée avec des moyens, c'est-à-dire des classes beaucoup plus légères, de l'aération systématique dans les lieux qui ne pouvaient pas s'aérer, voir comment faire. Tout ça n'a pas été pensé en amont sur la gestion aussi des enfants. Que font les parents si leur enfant est positif? Est-ce qu'ils doivent rester à la maison? Alors, on est en train de réfléchir, mais c'est de l'improvisation permanente et il faudrait faire passer ça sous le coup de la gestion formidable. Alors non, moi je suis désolé, je tombe pas dans le panneau. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas tomber dans le panneau. C'est de l'improvisation et c'est très mal fait. Éric Verreck, le problème principal n'est-il pas les tests, quand on voit effectivement, quand on tousse, etc. On est supposé rester chez soi 8 jours, se faire tester. On ne sait pas quand on peut prendre rendez-vous, il faut respecter certains délais. Et une fois qu'on a la chance d'avoir subi les couvillons dans le nez, eh bien on doit attendre entre 3 et 5 jours. Oui, non, c'était ironique, je vous confirme. Non, je pense que le passage à l'écouvillon est très douloureux. Ce que je note, c'est surtout... faire tester en France. Il faut éviter. Alors, on le recommande vivement. Et un jour, d'ailleurs, on expliquera pourquoi on n'a pas approfondi la possibilité d'un test sanguin ou d'un test salivaire qui sont beaucoup moins douloureux et beaucoup moins intrusifs. Et on demandera à l'Institut Pasteur des raisons pour lesquelles on n'a pas fait fleurir cette possibilité. Mais moi, ce que je crois, c'est surtout que le gouvernement a bien conscience qu'un reconfinement serait dramatique pour le pays. C'est-à-dire qu'il nous ferait définitivement basculer dans un rang de pays de seconde zone économiquement, qui nous ferait perdre toute crédibilité internationale. Et que face à ce risque, on est en train aujourd'hui de chercher à ménager la chèvre et le chou en expliquant que certes, il faut tester, certes, il faut être précautionneux, mais qu'en même temps,
il ne faut quand même pas nuire à la productivité et à l'efficacité économique. Et aujourd'hui, moi je retiens une seule chose de cette situation, c'est que le gouvernement comprend que le pays est aux abois et qu'aujourd'hui, économiquement, nous sommes au bord du gouffre et nous sommes au bord d'une implosion, d'un effondrement international complet, notamment par rapport à des pays qui nous mordent les mollets en termes de produits intérieurs bruts en valeur absolue, c'est-à-dire l'Inde, un certain nombre de pays qui sont en phase d'expansion. La France est aujourd'hui affaiblie et nous savons tous que si le reconfinement avait lieu, nous deviendrions la 10e, la 15e, la 20e puissance mondiale. Et que face à ce risque absolu, qui sera irréversible, nous ne reviendrons pas sur le devant de la scène avant des générations et des générations. Face à ce risque absolu, on essaye de ménager la chèvre le chou et au lieu de dire aux Français « réagissez, mettez-vous au travail pour relever le pays », on leur explique « tout ira bien, mais en même temps faites attention et soyez pas trop excentriques ». Et je pense que cette hypocrisie-là, on la payera cher. Merci en tout cas Alexis Poulain et Éric Verregue d'avoir accepté ce décryptage, de nous avoir donné un autre point de vue. Merci à vous deux. Professeur Christian Perronne, merci d'être avec nous, professeur, et bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le chef des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Vous avez publié un livre qui a beaucoup fait parler. Il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Tout d'abord, professeur, une question pragmatique. Quelle est la situation dans votre hôpital ? Alors, la situation est très calme. On a toujours à peu près 6 malades atteints de Covid dans l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec il y a quelques mois où il y avait un bâtiment entier, où il y avait des dizaines de médecins qui venaient nous aider parce qu'on ne savait plus où mettre les malades. Alors, effectivement, l'épidémie continue un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec la grande vague épidémique qu'on a connue il y a quelques mois. Là, c'est des petites vaguelettes résiduelles. On voit globalement, même si je sais que dans quelques hôpitaux, il y a une petite augmentation de l'hospitalisation chez des personnes très âgées ou quelques personnes plus jeunes qui ont des gros facteurs de risque. Globalement, on voit toutes les semaines depuis juillet, août, septembre que les hospitalisations sont plutôt en baisse, même si maintenant il y a quelquefois une petite augmentation. Si vous regardez les chiffres officiels de Santé publique France, la semaine dernière, il y avait 1700 nouvelles hospitalisations pour toute la France. Et il y avait 4 décès dimanche dernier. Donc, faut relativiser. On ne va pas mettre tout le pays sous cloche, alors que la situation est plutôt calme. C'est important ce que vous dites, parce que pour les citoyens comme nous, parfois béotiens de ces indicateurs, même si on apprend malheureusement aujourd'hui à l'épreuve de la crise sanitaire à les décrypter, vous dites par rapport à ces chiffres, professeur, il ne faut pas avoir des messages inquiétants, parce qu'on entend, attention, ça va venir, attention, ça peut recommencer. Vous dites, il faut raison garder ? Voilà, parce qu'on a l'impression que le virus perd de sa virulence, même les cas hospitalisés sont... Il y a encore quelques cas très sévères, mais globalement sont quand même moins sévères qu'il y a quelques mois. Si jamais le virus mutait devenait très virulent, qu'il y avait une vraie deuxième vague, ok, je changerais de discours, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On a l'impression plutôt qu'on est sur une évolution résiduelle. Alors, après, c'est vrai qu'on nous fait très peur en nous disant le nombre de cas augmente de façon énorme. Là, c'est pas une augmentation du nombre de cas, c'est une augmentation du nombre de tests positifs. Et là, il y a tout un débat dans la communauté scientifique qui commence à émerger que les tests PCR dans certains pays sont beaucoup trop sensibles, c'est-à-dire qu'ils détectent le virus là où il n'y en a pas. Et donc, il y a un nombre énorme une proportion importante de cas dits positifs qui ne sont pas des malades. Alors, il y a quand même des malades globalement dans l'ensemble des gens testés. Mais ce dépistage systématique d'1 million de tests par semaine n'a strictement aucun sens, car ça génère beaucoup de faux positifs. Il faudrait remettre la prescription des tests sur prescription médicale pour des patients qui ont des symptômes, pour leur entourage, le dépistage autour des cas. Ça n'a aucun sens de voir des gens faire des centaines de mètres de queue dans la rue pour être testés alors qu'ils vont très bien. On vous entend, professeur. Il y a aussi les masques avec la décision du Conseil d'État qui estime qu'il est justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque. C'est un oui, mais il y a un mais derrière parce qu'on parle de certaines zones. Malgré tout, est-ce que vous estimez que c'est des messages suffisamment clairs aujourd'hui pour nous tous, pour la population ? Alors juste pour préciser, les masques sont très utiles quand il y en a besoin, c'est-à-dire pour les soignants, pour se protéger, pour les patients, pour pas qu'ils projettent des gouttelettes avec du virus autour d'eux, et pour les personnes dans l'entourage de ces personnes.
Après, en intérieur, il y a quelques situations de confinement des gens, avec surtout quand il y a des personnes fragiles, où ça peut se justifier. À l'extérieur, à part quelques exceptions où il y a des centaines de gens qui sont tassés comme des sardines, il n'y a strictement aucun intérêt au port du masque. Donc, le Conseil d'État, c'est une petite avancée parce que le masque généralisé dans les villes, ça n'a strictement aucun sens. Là, le problème, c'est qu'après, ça va être un petit peu au pifomètre selon les préfets. Telle rue, on autorise le masque, telle rue, on l'autorise pas. Je pense que globalement, il faudrait dire qu'il n'y a plus besoin de masque dans les rues. Il y a plein de pays qui ne l'imposent absolument pas aujourd'hui en Europe. Peut-être dans des cas un peu exceptionnels, des endroits où on sait qu'il y a des rassemblements de gens qui sont serrés les uns contre les autres. Mais là encore, il faut raison garder. Bon, il faut raison garder, même si à l'heure actuelle, voilà, le port du masque est obligatoire et qu'il est raisonnable également de le porter, professeur, en attendant l'évolution de la situation. Une dernière question, elle est relative à votre livre, professeur Perron, intitulé « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Vous l'avez publié il y a quelque temps. Est-ce que vous auriez rajouté là peut-être d'autres erreurs, d'autres choses que vous avez, selon vous, constatées et que vous dénoncez ? Il y a une part, par exemple, c'est de tester toute la population, ce qui n'a aucun sens, parce qu'on sait que tous ces tests ont un pourcentage de faux positifs. Donc ça n'a pas de sens, par exemple. Et le port généralisé du masque aujourd'hui, là aussi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut le faire de façon très ciblée et intelligente, sans forcément faire une obligation. Les Français sont adultes, ils savent quand est-ce qu'ils sont à risque et qu'ils ne veulent pas contaminer aussi leur entourage. Merci beaucoup, professeur Christian Perron. Merci de nous avoir consacré quelques minutes précieuses de votre temps. On rappelle le titre de votre ouvrage, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, professeur Christian Perron. Et merci à nos invités en plateau de nous avoir accompagnés dans Midi News. C'était un plaisir de... Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires.